Bonjour et bienvenue pour un nouveau cours de bio. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'hémostase secondaire. L'hémostase secondaire est la deuxième phase du processus d'hémostase qui vise à stopper l'écoulement du sang en cas de lésion d'un vaisseau. L'hémostase secondaire est initiée en parallèle de la formation du clou plaquettaire, amas de plaquettes et de fibrinogènes constitués par l'hémostase primaire. Le clou plaquettaire, bien qu'il colmate déjà la brèche vasculaire, n'est pas assez solide pour combler durablement la lésion et permettre à la paroi du vaisseau sanguin de se reconstituer. Il est donc renforcé par un thrombus ou caillot sanguin, une structure beaucoup plus stable que le clou plaquettaire. Concrètement, un thrombus est un amas de sang gélifié. Dans le cas d'une blessure très superficielle, comme lorsque l'on s'érafle le genou par exemple, le thrombus sèche rapidement et forme une croûte. L'hémostase secondaire, plus communément appelée coagulation, est la suite des événements qui va conduire à la formation du thrombus. L'hémostase secondaire est une suite d'événements impliquant de nombreuses protéines plasmatiques, c'est-à-dire présentes dans le sang. Ces protéines sont appelées facteurs de coagulation et sont produites par le foie. Leur synthèse nécessite pour la plupart de la vitamine K, car la découverte de cette vitamine a été initialement décrite dans une publication en allemand et que dans cette langue, coagulation s'écrit avec un K. Les facteurs de coagulation sont presque tous des protéases, des enzymes qui catalysent le clivage d'autres protéines, c'est-à-dire leur coupure. Ils circulent dans le sang sous une forme non activée. Le passage à la forme activée est réalisé par clivage, catalysé par un autre facteur de coagulation, lui-même déjà activé. C'est pour cela que l'on qualifie ce processus de cascade de coagulation. Un facteur est activé, puis active à son tour un autre, et ainsi de suite. Ce type de processus est fréquent en biochimie, car il permet d'amplifier rapidement un phénomène. Les facteurs de coagulation sont nommés en chiffres romains, en fonction de leur ordre de découverte par les biologistes. On ajoute un A minuscule lorsque le facteur est activé. Par exemple, le facteur 7 non activé et sa forme activée 7A. La cascade de coagulation aboutit à la formation du thrombus. Nous allons à présent la détailler étape par étape. Commençons par la fin de la cascade pour plus de simplicité. Nous retrouvons le fibrinogène, une protéine que nous avons déjà rencontrée dans la vidéo sur l'hémostase primaire et qui est en quelque sorte la colle qui fait s'agréger les plaquettes pour former le clou plaquettaire. Nous avons dit que ce clou était instable. Cela est dû au fait que le fibrinogène est soluble. La cascade de coagulation a pour conséquence finale de catalyser le clivage du fibrinogène soluble en monomères de fibrine, puis de relier ces monomères par des liaisons covalentes afin de constituer des polymères insolubles. La fibrine polymérisée s'organise en un réseau qui forme un véritable filet autour du clou plaquettaire, ce qui le consolide et l'agrandit en y emprisonnant d'autres cellules sanguines. Le fibrinogène est le facteur 1. Il a en effet été identifié en premier par les chercheurs. Le clivage du fibrinogène en monomère de fibrine est catalysé par le facteur 2A, également appelé thrombine, dont la forme non activée est le facteur 2 ou prothrombine. Le préfixe pro, comme dans proenzyme, signifie qu'il s'agit de la forme non active de l'enzyme. La polymérisation de la fibrine est quant à elle catalysée par le facteur 13A, aussi appelé facteur stabilisant la fibrine, qui est lui-même activé par la thrombine, le facteur 2A. Il faut à présent comprendre comment la thrombine, facteur 2A, est activée. Car comme nous venons de le voir, c'est cette enzyme qui permet la polymérisation du fibrinogène et donc la formation du thrombus. Comme tous les facteurs de la cascade de coagulation, cette enzyme est activée par clivage d'une proenzyme, la prothrombine ou facteur 2. Ce clivage est catalysé par un complexe, le complexe prothrombinase, constitué d'une enzyme activée, le facteur 10A, et d'une autre protéine activée qui joue le rôle de cofacteur, 5A. 10A seul permet l'activation de quelques molécules de thrombine, mais sans son cofacteur 5A,
La cinétique d'activation est très lente. Cette activité de 10A en l'absence de 5A est néanmoins fondamentale, car c'est elle qui va justement permettre l'activation du facteur 5. La formation du complexe prothrombinase est également dépendante du calcium, libéré massivement par les plaquettes lors de leur activation au cours de l'hémostase primaire. De plus, elle nécessite des phospholipides membranaires particuliers, présents à la surface des plaquettes après leur activation. On voit donc déjà ici apparaître un lien entre hémostase primaire et hémostase secondaire, puisque l'activation plaquettaire est nécessaire au déroulement de l'hémostase secondaire. La portion finale de la cascade de coagulation, depuis le facteur 10 jusqu'au facteur 1, est appelée voie commune. Nous allons comprendre pourquoi en nous intéressant aux modalités d'activation du facteur 10. Le clivage activateur du facteur 10 peut tout d'abord être catalysé par le facteur 7A, lui-même activé par intervention du facteur 3 ou facteur tissulaire. Le facteur tissulaire est un récepteur membranaire exprimé par les cellules à proximité des vaisseaux sanguins, comme les cellules musculaires lisses sous-endothéliales. En temps normal, le facteur tissulaire n'est pas en contact avec le sang. Mais en cas de lésion vasculaire, le facteur 3 entre en contact avec les protéines du sang, en particulier avec le facteur 7. Ce facteur va se lier au facteur tissulaire, ce qui va l'activer. Le facteur 7A peut alors catalyser l'activation du facteur 10, premier acteur de la voie commune. Cette première voie d'activation du facteur 10 est nommée voie extrinsèque, car il faut un facteur extérieur au sang pour l'initier, le facteur tissulaire. La deuxième façon d'activer le facteur 10 de la voie commune est appelée voie intrinsèque, car contrairement à la voie précédente, elle ne nécessite que des facteurs présents à l'intérieur du sang. Le clivage activateur du facteur 10 est ici catalysé par le facteur 9A, lui-même activé par le facteur 11A, lui-même activé par le facteur 12A. L'activation du facteur 12A est induite par le contact avec des charges négatives. In vivo, la présence de ces charges est principalement liée à l'activation des plaquettes, ce qui là encore fait le lien entre l'hémostase primaire et l'hémostase secondaire. En effet, l'activation des plaquettes conduit à l'exposition à la membrane de phosphatidylsérine, des phospholipides chargés négativement, ainsi qu'à l'exocytose de polyphosphate, qui sont eux aussi chargés négativement. En laboratoire, in vitro, si l'on prélève du sang dans un tube en verre sec, c'est-à-dire ne contenant rien d'autre, on observe très rapidement la prise en masse du sang. C'est parce que les parois en verre sont chargées négativement, ce qui déclenche la voie de coagulation intrinsèque. Notons que le facteur 9A a besoin d'un cofacteur pour catalyser efficacement l'activation du facteur 10, le facteur 8A. L'activation du facteur 8 est catalysée par la thrombine, ou facteur 2A, de la voie commune. Le facteur 2A catalyse aussi l'activation du facteur 11, en supplément du facteur 12A. Or, le facteur 2 intervient en aval de la cascade. Comment donc a-t-il pu être activé ? Première possibilité, par la voie extrinsèque, si celle-ci a déjà été déclenchée. Il suffit alors d'un tout petit peu de 2A pour que la voie intrinsèque s'emballe, grâce à l'effet de cascade qui amplifie chaque étape. Deuxième possibilité, c'est ce que l'on nomme le bruit de fond, l'activation spontanée des enzymes. Donc là aussi, grâce à la cascade d'amplification, seulement quelques molécules de thrombine actives suffisent à faire démarrer le processus si les conditions sont par ailleurs réunies. Finalement, si l'on fait le bilan de tout ce que nous venons de voir, on comprend mieux le nom donné à la voie commune. C'est en effet vers elle que convergent les voies extrinsèques et intrinsèques. Cette vue d'ensemble nous permet également de comparer les deux voies d'activation de la coagulation. La voie extrinsèque, comme elle implique peu d'acteurs, va être plus rapide à déclencher que la voie intrinsèque. Mais cette dernière, du fait de sa complexité, est plus efficace car chaque étape va permettre d'amplifier le processus. In vivo, les deux voies d'activation sont en fait mises en jeu en parallèle et en même temps que l'hémostase primaire.
Une lésion vasculaire déclenche en effet la voie extrinsèque par exposition du facteur tissulaire, mais cette lésion initie également l'hémostase primaire et l'activation des plaquettes, qui induisent, par leur charge membranaire négative, la voie intrinsèque. La plupart des réactions présentées ici sont en outre calcium dépendantes. Le calcium est d'ailleurs le facteur 4 de la coagulation. Rappelons qu'il provient majoritairement des granules exocytés par les plaquettes lors de leur activation au cours de l'hémostase primaire. Là encore, le lien entre l'hémostase primaire et l'hémostase secondaire est très étroit. Comment faire pour mémoriser toute la cascade de coagulation ? Je vous propose ici quelques moyens mnémotechniques. Pour la voie commune, un peu de mathématiques. 1 fois 10 égale 10, 2 fois 5 égale 10. La voie extrinsèque est exclusive. Elle comprend exclusivement le facteur 7. La voie intrinsèque est quant à elle inclusive. Elle inclut tous les autres facteurs, mais pas le facteur 10 puisqu'il est déjà dans la voie commune. On rappelle que le facteur 3 est le facteur tissulaire qui déclenche la voie extrinsèque. Le facteur 4 est le calcium, cofacteur indispensable à presque toutes les réactions de la cascade. Et le facteur 13 est le facteur stabilisant la fibrine qui permet son organisation en réseau stable. Où est donc passé le facteur 6 ? Découvert après le facteur 5, il a naturellement été nommé facteur 6. Mais il s'est révélé ensuite être la forme active du facteur 5. Il a donc logiquement été renommé 5A. Mais comme le facteur 7 avait déjà été découvert entre-temps, il était trop tard pour reprendre la numérotation à 6. Donc ce n'est pas une erreur, ne cherchez pas le facteur 6. En résumé, l'hémostase secondaire, qui est la deuxième phase du processus d'hémostase visant à stopper l'écoulement du sang en cas de lésion d'un vaisseau, est un ensemble de réactions aboutissant à la formation d'un réseau de fibrines stable autour du clou plaquettaire constitué par l'hémostase primaire. Ces réactions sont presque toutes des activations d'enzymes par clivage et sont organisées en cascade. Un facteur active un autre, qui active un autre, etc. Cela permet d'amplifier le processus à chaque étape, car de plus en plus d'enzymes sont activées. La cascade de coagulation peut être déclenchée de deux manières. Dans le cas de la voie extrinsèque, c'est la lésion qui expose le facteur tissulaire au sang et provoque la coagulation. Dans le cas de la voie intrinsèque, c'est l'activation des plaquettes lors de l'hémostase primaire, qui est elle-même induite par la lésion, qui initie la cascade. Rappelons enfin l'importance pour ce processus de la vitamine K, indispensable à la synthèse de nombreux facteurs de la coagulation par le foie, ainsi que du calcium, nécessaire à la plupart des réactions de la cascade. Il suffit d'ailleurs d'utiliser des tubes avec de l'EDTA, un chélateur du calcium, pour empêcher la coagulation lors d'un prélèvement sanguin en laboratoire. Le thrombus constitué par l'hémostase primaire et l'hémostase secondaire arrête le saignement. Mais ceci est temporaire, et il ne s'agit pas d'une véritable réparation de la paroi vasculaire. L'étape suivante sera donc celle de la reconstitution de la paroi du vaisseau endommagé, tout en éliminant en parallèle le thrombus, ce que nous apporterons dans une prochaine vidéo. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner. À bientôt pour un autre cours de bio.